Annick Cogent, grand reporter bien sûr, rue Albert Londres. Et on aime la conteuse que vous êtes, Annick, et qui nous raconte ces femmes qui se confient à vous. Et là, après le magnifique spectacle, Judith Henry, qui a porté ça au théâtre de votre livre précédent, qui s'appelait « Je ne serais pas arrivé là-ci ». Là, c'est « Nous ne serions pas arrivés là-ci ». Mais ce sont toujours des femmes. Des femmes de milieux différents, mais toutes admirables. Oui, elles ont toutes une histoire singulière. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Chaque femme parle d'un roman, le roman de sa vie. Et c'est pas que j'essaie pas de chercher des choses incroyables, mais il se trouve que chaque vie est passionnante réellement, avec des difficultés, avec des fantômes, avec des démons. Et toutes montrent une force. C'est ça qui me bluffe. Oui. Elles me fascinent, ces femmes. Toutes, elles ont... Bien sûr, si je les interroge, c'est qu'elles ont fait quelque chose de particulier dans leur vie, puisqu'elles ont toute une notoriété assez importante. Et en même temps, elles reviennent à la petite fille qu'elles ont été et vers laquelle elles se retournent souvent en fin de parcours, et en se disant « Je t'ai pas trahi ». Oui. Je t'ai pas trahi, je pourrais encore te serrer la main. Voilà, cette espèce d'idée j'ai été fidèle à la petite fille que j'étais. D'où l'importance des racines, d'où l'importance de l'enfance. Je dis une banalité là, mais c'est vrai que Sartre disait l'enfance décide, et on se rend compte à quel point, oui, elle est fondamentale. On crée une vie, on invente sa propre vie, c'est ça qui est important. Mais malgré tout, il y a un terreau qui est donné dès le départ. Oui, et donc vous dites, finalement, elle trace un récit collectif. Ouais. 33 femmes. Oui. Alors, on peut dire quelques noms pour qu'on comprenne. Voilà, Gisèle Halimi, Gloria Steinem, Laura Adler, Mona Ozouf, Agnès Jaoui, Marjane Satrapi. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais qui sont toutes de milieux complètement différents. Oui. Chaque fois. Alors, il y en a une qui est née en Afrique. Laura Adler dit « Je ne serais pas arrivée là si j'étais pas née en Afrique. » Élevée par un homme, un monsieur, dit-elle, qui était peul. Donc, elle a une partie de ses racines, vraiment, qu'elle sent profondément sur la terre africaine, où elle dit « Je mourrai un jour. » Mais c'est Nina Bouraoui qui dit « Si j'étais pas née en Algérie. » C'est Gisèle Halimi qui dit « Si j'étais pas née en Tunisie, de cette famille dans laquelle on me faisait comprendre que être née femme était une catastrophe de toute façon, et voulait dire avoir beaucoup moins d'avantages, beaucoup plus de difficultés, une inégalité totale avec ses frères et avec les hommes. » Enfin, elles viennent toutes d'endroits très différents, de France aussi, bien sûr, pour la plupart. Mais enfin, c'est intéressant de voir que de voir la diversité de ces parcours et de leurs origines, et comment elles forgent leur destin. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que je crois en la force du témoignage. Je crois en la force, on n'ose pas dire modèle, et je voudrais pas dire, je dis le mot héroïne, mais c'est un mot un peu galvaudé. Oui, vous dites quand même, ce sont des héroïnes. Oui, quand même, parce que je pense que nous, les femmes, les hommes aussi sans doute, mais nous, on en a eu si peu. On a besoin de modèles, on a besoin de vigies, de femmes qui nous montrent qu'elles ont débroussaillé le terrain. Parce que le monde, quand même, notamment pour cette génération-là, de femmes un peu plus âgées, on va dire entre 50 et 80 ans, c'est un monde dont les règles étaient faites par et pour les hommes. Et donc, elles ont dû batailler. Elles ont dû s'imposer. Plus que peut-être les femmes d'aujourd'hui. Mais elles ont ouvert ce chemin. Mais voilà. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que je crois que les témoignages, la force du témoignage est formidable. Ça donne du souffle, ça donne de l'envie, ça donne du courage aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Quand on a 20 ans, quand on est une jeune femme, ou un garçon aussi d'ailleurs, on ne sait pas ce que va être l'avenir. Il paraît très compliqué, à la fois on sait qu'on doit l'inventer, mais comment on fait? Et quand on lit les parcours de vie comme ça de ces femmes qui montrent comment elles se sont imposées, bataillées, ce qui est frappant, c'est que les femmes racontent assez facilement leurs failles, les embûches. À vous, parce que c'est une confidence. À vous, Annick. Vous allez même souvent à leur domicile. Oui. Vous prenez le temps. Quand on peut, quand elles m'offrent le temps, moi je l'ai, en tout cas pour elles. Et donc c'est vrai que mon principal allié comme intervieweuse, c'est le temps. Et plus on a du temps, plus on peut se regarder dans les yeux, ça vient doucement. Je ne force pas les confidences. Et quand il y a un terrain où je sens que ça va être ou douloureux ou difficile, je renonce, j'ouvre une autre porte, etc. Et j'essaie d'aller vers leur vérité, j'essaie d'aller aussi vers leur lumière. C'est ça qui est intéressant. Je pense que chaque personnage a ses embûches et difficultés. Il y a des gens plus farouches, il y a des femmes plus difficiles de caractère, avec lesquelles il faut davantage un peu lutter. Et en même temps, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un terrain dans lequel ça s'éclaire. Et tout d'un coup, on voit effectivement d'où elles viennent.
quelle est la faille? Quelle est la fêlure, comme dirait Marjane Satrapi? C'est une expression qu'elle utilise et qu'on entend parfois, mais là, elle parle du fameux poète Rumi, dit-elle, il faut avoir des failles pour laisser passer la lumière. Oui. Et elle dit qu'elle en a beaucoup, et je m'aperçois que toutes ces failles, c'est peut-être la différence avec les hommes, parce que j'interviewe aussi les hommes, et avec plaisir, mais peut-être que les femmes, en tout cas, confient davantage leurs tourments, leurs difficultés. Elles se plaignent pas. Elles sont toutes des lutteuses et elles sont arrivées avec beaucoup de combativité. Mais elles disent volontiers qu'elles se sont cherchées, que ça n'a pas été facile, qu'elles sont pas parfaites, qu'elles ont effectivement eu des tourments, des fantômes à affronter. Et j'aime bien cette idée-là que, ouais, c'est pas simple, c'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que c'est justement inspirant de savoir que, effectivement, ça a été très long. Elles ont dû batailler, elles ont chuté. Je dirais personne, vous savez cette phrase de Paul Nizan, je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Effectivement, la plupart disent ça. Ça n'a pas été simple. Il y a 20 ans, c'était pas glorieux, c'était pas merveilleux. Oui. Mais après, elles ont 50, 60, 70, elles se retournent et finalement, elles arrivent à des âges où c'est presque plus facile et avec une sorte de sérénité. Elles peuvent se retourner sur le chemin en se disant « Waouh, au moins j'aurais été fidèle ». J'aime bien cette idée-là. Oui. Et quand je disais récit collectif, évidemment, elles sont 33, donc elles sont des parcours complètement différents. Oui. Ça va de Françoise Hardy, Lynn Renaud, tant d'autres. Même Clara Luciani, des gens d'aujourd'hui, des plus jeunes, mais qui font quelque chose de commun sur, finalement, le chemin des femmes. Oui, c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai mis le titre, la question que je pose à chacune, et je commence toujours les interviews par « Je ne serais pas arrivée là-ci ». Elles poursuivent la phrase, c'est juste un prétexte pour rentrer dans une conversation. Et curieusement, cette phrase se révèle vraiment à ces âmes, parce qu'on arrive très vite. Elles sont quelquefois décontenancées, certaines ont un peu préparé, mais la plupart pas du tout. Que répondre? Mais lancer cette phrase à un dîner, à vos amis, etc. Mon Dieu, je serais pas arrivée là si. Plein de choses arrivent et puis on finit par dire une première phrase. Elle se révèle toujours être très, très juste et elles disent la vérité de chacun. Mais aussi singuliers soient les parcours, je pense que collectivement, ça raconte une époque. Ça raconte aussi la France. Ça raconte un parcours global. C'est pour ça que je pense que c'est un chant un peu choral, cette fois-ci, ce nous, parce que nous, c'est nous toutes. Plus c'est singulier, plus ça nous raconte, plus c'est particulier, plus on se sent concerné. C'est très étrange. Et plus effectivement, on va vers quelque chose de personnel, et plus c'est universel, je dirais. C'est ça la magie, je crois, des interviews quand on arrive à une certaine vérité. On s'y retrouve toutes. Et c'est l'heure de MeToo. Oui, MeToo, j'ai une histoire. MeToo, je peux vous la raconter. MeToo, j'ai le droit. Et MeToo n'est pas que victimaire. MeToo n'est pas que j'ai été battue, violée, etc. Beaucoup l'ont été. Les agressions sont très nombreuses. Évidemment, elles le disent toutes. Mais en même temps, MeToo, je porte ma parole maintenant et je ressens de la force à vous dire qui je suis, qui nous sommes, nous les femmes. Et je trouve que pour nous toutes, pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, pour les garçons qui veulent aussi les comprendre et qui se sentent de plus en plus solidaires, c'est une clé de compréhension. Ouais. On pourrait dire, nous ne serions pas arrivés là si vous n'aviez pas été là avant. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une sorte de passation de relais. Gisèle Halimi, bien sûr, qui est l'aînée, qui elle est partie, mais avant, justement, on avait fait cette interview et elle avait très à cœur de transmettre un flambeau. Et je trouve que ce flambeau nous oblige, nous toutes, quand on la lit, quand on l'entend, quand on voit comment elle a bataillé. Pour elle, au départ, elle dit « Je voulais me sauver moi et sauver les autres ». Mais c'est vrai que elle a fait tellement de choses pour nous toutes. Elle a pris des coups. Elle a eu de nombreuses difficultés. Elle a pris des risques insensés. Elle a été menacée de mort, poursuivie, etc. Mal jugée, parce que c'est facile maintenant de dire je me bats pour l'avortement ou je me bats contre le viol. C'était très mal vu, ces sujets-là. C'était vraiment s'exposer. Donc, je pense qu'on leur est redevable de tout ça. Et que nous, toutes femmes d'une autre génération, toute cette passation de relais nous oblige à être un peu à la hauteur aussi, de pas renoncer. Et c'est pas forcément en étant violente, évidemment, parce que elle a toujours, justement, Gisèle notamment, mais la plupart de ces femmes ont toujours pensé c'est avec les hommes
qu'on ferait le changement et que si on les concerne pas, si on les enrôle pas dans ce mouvement du féminisme qui est vécu comme une sorte d'idéal réellement pour plus de joie, pour plus de bonheur partagé, eh ben on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment un combat. Oui, vraiment, elles sont toutes conscientes de ça. Emma Thompson, qui fait de cette actrice extraordinaire, qui succède, qui réussit, qui est honorée à Hollywood, etc. Elle dit aussi, c'est le combat le plus important de ma vie. Et sur les plateaux de cinéma, avant un film, elle réunit les filles en disant, je suis là. Vous pouvez me parler. S'il y a des questions de harcèlement, etc., si vous vous sentez pas bien, si vous êtes mal jugé, venez me voir. Vous pouvez parler à une autre femme. Donc c'est un engagement au quotidien. Mais c'est aussi le cas de certaines musiciennes, c'est aussi le cas alors de cette égyptienne, alors là, qui elle est beaucoup plus virulente. C'est vraiment une femme en colère, Mona El-Tahawi, que vous découvrirez et qui est absolument fascinante, qui elle se bat, et elle à coup de hashtag aussi, mosquée MeToo, parce qu'elle a été harcelée dans une mosquée. Quand elle a lancé ce hashtag, mais alors des milliers d'autres l'ont suivi, puis hashtag je bats mon agresseur. Il y a aussi des tas de gens, elle voulait donner de la force aux femmes aussi de se rebeller quand elles sont maltraitées. Mais c'est sur tous les tons et malgré tout, avec leur petite musique particulière, Marie-Christine Barrault ou bien Clara Luciani, c'est évidemment pas la même génération, c'est pas les mêmes armes. Et en même temps, je trouve qu'on sent entre elles... Comment dire, une entente, un même chant, une même complicité. On se regarde entre femmes et on sait qu'on sait. Et on sait qu'on sait quoi, voilà, c'est pas la peine de le définir. On a vécu un certain nombre d'expériences et on doit serrer les coudes. Et c'est vrai qu'elles appellent toutes à la sororité. On la vit pas tous les jours, hein, notre sororité. Mais malgré tout, ce mot qui était pas si fréquent, pas très utilisé il y a encore 5 ans, il commence à s'imposer. Et de regarder l'autre comme une sœur. Voilà. Qui est magnifique, parce que oui, il y a des liens entre tous ces témoignages, mais au fond de dire, on parlait de la libération, de la parole, mais on sent, Annick, que ces rencontres-là font du bien, y compris à celles qui se confient à vous. C'est qu'on peut raconter enfin des choses que jusqu'ici, on n'aurait pas racontées. On n'aurait jamais osé. Pendant des années, on s'est attendu en tout cas à ce que les femmes se taisent, soient discrètes. On disait pas se taisent, mais on disait qu'elles soient réservées. En fait, elles étaient muselées, qu'elles ne disent pas les choses un peu choquantes, ou qu'elles avaient été exposées à des misères, du harcèlement, des violences, du mépris de la part des hommes, etc. On disait pas, une femme bien se comportait sans jamais se plaindre, croisait bien ses jambes, faisait très attention à la pousse qu'elle avait quand elle parlait, etc. Ne faisait pas des grands gestes. Enfin, une femme bien était muselée, devait être sage, ça voulait dire comme une enfant, et donc se taisait. Là, maintenant, elles prennent de la force. Elles sont pas toutes un comportement ou des paroles violentes, évidemment pas. Mais en tout cas, elles assument. Elles assument un parcours, elles assument d'avoir des pensées, des difficultés, des failles, je vous le disais. Mais elles assument qui elles sont. Elles disent « je ressens ». Et ça paraît une évidence, ça ne l'était pas du tout. Je suis sûre qu'il y a quelques années, les femmes ne parlaient pas avec cette franchise et cette liberté. Et je trouve ça merveilleux de découvrir ça, l'une après l'autre. Et en fait, toutes ensemble. Et toutes ensemble, effectivement, ça donne un livre un peu choral. Mais je crois que c'est inspirant parce qu'on découvre des histoires si particulières et elles sont touchantes, toutes. Moi, elles m'émeuvent vraiment et me donnent de la force aussi. En sortant de chez elles, c'est vrai que j'ai quelque chose qui est galvanisant. Merci Annick, merci d'être ce que vous êtes. C'est formidable. Nous ne serions pas arrivés là si. Et on voit qu'évidemment dans ces témoignages, il y a aussi vous, beaucoup, Annick Cogent. Chez Grasset, ce livre, et Le Monde. Merci beaucoup Annick. Merci Patrick.